Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Ujiumvwa. Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Est-il possible de lever les immunités de Joseph Kabila? C'est le thème qui sera abordé tout au long de cette émission. À l'écoute, mesdames et messieurs, bienvenue à vous de partout. Vous nous recevez sur ce plateau. Je reçois Maître Diakas Djamba, avocat de profession, mais aussi communicateur au sein du mouvement de libération du Congo, MLC, du vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Monsieur Diakas, bonjour, bienvenue. Bonjour Madame Jaël, merci pour l'invitation. Monsieur Diakas, comme je le disais déjà, d'abord, comment se porte le MLC? Le MLC se porte très bien. Comme toujours, vous savez, le MLC est un parti de référence, ça ce n'est pas un débat. Le MLC est un parti école, parce que beaucoup de cadres politiques que nous avons dans ce pays sont produits du MLC. Et le MLC estime être fier par rapport à cela. Et en interne, sur le plan organisationnel et sur le plan de la vision, nous restons cohérents, attachés à nos valeurs, attachés à nos idéologies, notamment le nationalisme, le libéralisme, le solidarisme et puis l'humanisme. Et nous restons attachés à ces idéologies pour le pays et nous savons que tôt ou tard, ce pays sortira de la précarité dans laquelle il a été plongé depuis des années par ceux qui ont commis beaucoup de fautes politiques dans la gestion du pays. Et nous estimons que nous sommes en train d'aller vers ce chemin-là avec l'Union sacrée, sous, bien sûr, la vision du président de la République. Mais il y a une petite question concernant votre président national. À un moment, lorsque la situation à l'Est était vraiment très chaude, on a vu Jean-Pierre Bemba sur terrain, notamment en train vraiment de charger Joseph Kabila, l'accusant d'être derrière cette insécurité. C'est lui l'AFC, il n'est pas congolais, la situation à Mobondo, à un moment, Jean-Pierre Bemba était fortement critiqué, notamment par ses sorties médiatiques. À un moment, il a arrêté. Vous allez poursuivre avec. Bon, écoutez, d'abord, je veux souligner que ce n'est pas Jean-Pierre Bemba qui a commencé par faire des révélations sur la personne de Joseph Kabila. C'est avant tout le président de la République. Le président de la République vous a dit que Joseph Kabila était lui seul, était lui le patron du mouvement groupe AFC. C'était le président. Et je voudrais aussi rappeler que de toutes les personnes informées de ce pays, la personne la mieux informée de la République, c'est le président de la République. Donc le chef de l'État ayant tous les services en sa possession, lorsqu'il parle, il ne faudrait pas le prendre à la légère. Il sait de quoi il parle. Et Jean-Pierre Bemba, en tant qu'officiel de la République, il est aujourd'hui au transport, mais il a occupé une fonction régalienne. Il a été vice-premier ministre en charge de la défense de tout un pays. Donc il a des informations que moi et vous n'avions pas. Et lorsqu'il parle, il ne parlait pas en l'air. Donc lorsqu'il est venu pour dire que ce monsieur était derrière ces mouvements, en fonction de certains éléments, ce ne sont pas des éléments fabriqués ou des élucubrations. Non, il a assis des éléments. D'ailleurs, si vous vous rappelez, je crois que c'était le 24 mai, il y a eu une déclaration solennelle l'année passée, une déclaration solennelle qui a mis fin à la milice Mobondo, qui avait été lue par le commissaire général de la PNC, commissaire général de la police nationale, et c'était sous Jean-Pierre Bemba, à l'époque Jean-Pierre Bemba à la défense. Alors, au regard de ces genres de déclarations, pour qu'il y ait pareille déclaration, il faut qu'il y ait une étude au préalable. Une étude ayant mené les enquêtes maximales et nécessaires
ayant déniché les causes profondes de tout ce qu'il y avait comme trouble entre les Teke et les Yaka, milice Mobundo que vous avez cité, et à l'issue justement de ces enquêtes, qu'on a débouché sur des résolutions et nous ayons conduit justement à cette déclaration qui a été lue par le commissaire général de la police à l'époque. Donc Jean-Pierre Bemba n'était pas dans la vision ou dans la lignée de ceux qui ont qualifié d'avoir des règlements de compte avec Joseph Kabila. Mais ça apparaissait ainsi, et notamment dire même qu'il n'est pas congolais. À l'époque, on cherchait, qu'on voulait quand même qu'il y ait la cohésion autour de la situation à l'Est, mais Jean-Pierre Bemba venait avec des propos du genre qui venaient quand même incendier encore cette cohésion qui se recherchait. Je ne sais pas, Madame Jaël, qu'est-ce que vous entendez par cohésion nationale? Est-ce que cohésion nationale signifie impunité? Est-ce que cohésion nationale signifie brader la souveraineté du pays? Je ne le pense pas. Je pense plutôt que lorsqu'on parle de la cohésion nationale, on vise l'unité. Et l'unité n'est pas à confondre avec l'unicité. Dans l'unité, nous sommes ensemble pour regarder vers la même direction. Dans l'unicité, c'est le fourre-tout, c'est la tour des Babel. Ça veut dire, nous prenons même ceux qui veulent garder ces pays dans la stagnation, nous les mettons dans le même train. Nous allons connaître un crash. Voilà pourquoi, au nom de l'unité, il faut éveiller ceux qui estiment qu'il faut relever les défis de ce pays, faire bloc ensemble pour bouter l'ennemi dehors. Ce n'est pas qu'au nom de l'unité, nous allons mettre ensemble sur la table ceux qui veulent s'associer avec le Rwanda, l'ennemi du pays, notre agresseur. Si vous voulez vous associer avec le Rwanda, on ne peut pas faire unité avec vous. On ne peut faire unité qu'avec ceux qui estiment qu'on peut certes avoir nos divergences en interne, ça existe, nos clivages politiques, ça existe parce que nous sommes des camps politiques différents, mais face à un défi existentiel, je veux rappeler ici qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en face d'un défi de gouvernance. Nous sommes face à un défi existentiel. Et comme c'est un défi existentiel, ces défis nous imposent, nous exigent d'être ensemble, de faire bloc pour bouter l'ennemi dehors. Mais on fait bloc avec qui? On fait bloc avec ceux qui veulent voir la chose comme nous. Ça veut dire mettre l'ennemi dehors, même si nous avons encore nos clivages et nos querelles. Monsieur Djagas, puisque nous sommes en train de parler notamment Joseph Kabila, vous le savez, le Sénat s'est dit prêt à examiner le réquisitoire de l'auditeur général des FARDC visant à la demande de la levée des immunités de Joseph Kabila, son titre de sénateur à vie. Maître, est-il possible, parce que cette question fait quand même politique, est-il possible de lever les immunités d'un sénateur à vie? Merci, Madame Jaël. Lorsque nous avons suivi le ministre de la Justice, il a fait savoir qu'on ne poursuivait pas Joseph Kabila en tant qu'ancien président, mais en tant que sénateur à vie. Écoutez, sénateur à vie et avant tout sénateur. Vous ne connaîtrez pas, je ne connais pas, si vous le savez, vous, une loi spéciale qui règle les questions des sénateurs à vie. Je ne la connais pas, cette loi-là. Je connais plutôt qu'il existe une loi qui organise les statuts des anciens présidents de la République. Et ces statuts-là leur donnent une conséquence. Cette conséquence est avant tout constitutionnelle avant d'être légale. Parce que les statuts des sénateurs à vie est une conséquence que l'on trouve d'abord avant tout au niveau de la Constitution, dans toutes les dispositions qui régent le président de la République. Ça veut dire de l'article 69 à l'article 99, qui régente pratiquement l'exécutif. Alors, c'est de là que vous trouvez la casquette ou la conséquence des sénateurs à vie, qui s'entraîne également dans la loi qui organise les anciens présidents de la République. Donc ce n'est pas ici une spécialité réglementée quelque part, je n'en connais pas. Ceci dit, il est avant tout sénateur. Et comme il est sénateur, ça veut dire qu'il est parlementaire. Et les parlementaires sont régis et par la Constitution et par les règlements intérieurs. Il faut lire que prévoit la Constitution et qui prévoit les règlements intérieurs de chaque chambre parlementaire. Est-ce qu'il est possible de lever les immunités d'un sénateur, oui ou non? Oui. Les immunités des sénateurs sont de deux ordres. Il y a les immunités absolues et les immunités relatives. Les immunités absolues, c'est lorsque vous lisez l'article 107 où on vous dit en aucun cas le parlementaire peut être poursuivi en raison de ses opinions. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire, il peut tenir des propos choquants,
On ne peut pas les poursuivre parce que c'est dans le cadre de sa fonction parlementaire. Là, ce sont des immunités absolues. Mais après, lorsque vous lisez le linéaire suivant, vous allez vous rendre compte qu'on permet la poursuite pour d'autres cas, mais seulement il faut procéder par la levée des immunités. C'est-à-dire que les immunités là sont relatives. Et Kabila Joseph, en tant que sénateur, rentre dans le même cas. Parce que lorsqu'on dit sénateur à vie, tout ce qu'on veut faire, c'est quoi? On veut lui mettre à l'abri de toute forme de précarité. Il ne peut pas être dans la précarité, c'est un ancien président de la République. Il représente l'image d'une nation. C'est tout simplement ça. Voilà pourquoi les titres des sénateurs à vie lui donnent certains avantages. La pension alimentaire, le service de sécurité, tout ce qui est consacré. Ce sont les conséquences de cette casquette-là des sénateurs à vie. Mais la conséquence de cette casquette des sénateurs à vie ne signifie pas que Joseph Kabila n'est pas poursuivable. C'est faux. On dit qu'il n'est pas poursuivable, plutôt j'allais dire, mais c'est un titre plutôt constitutionnel, comme a dit le communiqué officiel du PPRD dénonçant cette demande d'élever des immunités au sein du Sénat. Pour eux, le titre des sénateurs à vie, c'est un titre honorifique, c'est un titre constitutionnel et non parlementaire. Oh, mais c'est ça, attendez, c'est un titre honorifique. Il siège où? Il n'a pas été élu, Joseph Kabila, il n'a pas été élu. Il n'y a pas de problème, il siège où? Parce que les gens confondent, en fait. Lorsqu'on parle des immunités parlementaires, en fait, là, ce qui est d'abord immunisé, c'est l'institution. Ce n'est pas d'abord l'animateur. On immunise d'abord le Sénat. On immunise d'abord l'Assemblée nationale. Ensuite, ceux qui sont parlementaires bénéficient des immunités de l'institution. Voilà pourquoi chacun aussi à son niveau a une parcelle d'immunité. Donc, il est au Sénat comme sénateur. Il n'est pas au Sénat comme sénateur honorifique. Non. Il peut édicter les lois, comme ça, il peut proposer des lois, comme tout sénateur. Il peut faire des motions, comme tout sénateur. Il peut exercer un contrôle parlementaire, comme tout sénateur. Où est la démarcation? Non, on veut nous jouer des subterfuges. En fait, ils ont compris qu'ils n'ont aucun élément. Parce que la tendance en fait, Madame Majaël, c'était quoi? C'est qu'on voulait nous dire que, écoutez, comme il est ancien président de la République, il faut qu'on aille au Congrès. Parce qu'on a entendu... Oui, voilà, pour voir, s'il faut enlever ces immunités, il faut aller au Congrès. Les deux chambres doivent se réunir pour... Très bien. Très bien. Quand est-ce qu'on va au Congrès? Je voudrais que le Congolais nous suive attentivement, parce qu'on veut mettre de la confusion. Lorsque vous lisez la Constitution au niveau de son article 167, et vous lisez la loi qui organise les anciens présidents de la République, je crois que c'est l'article 7 et 8 qui se suivent, voici ce qui est dit. Pour les infractions commises en dehors de ces fonctions de président de la République, au niveau de la Constitution, on dit que les poursuites sont suspendues. Ça veut dire quoi? En dehors des infractions politiques pour lesquelles on peut le poursuivre, notamment outrage au Parlement, délit d'initié, haute trahison et tous les restes, ces 5 infractions-là, là on peut le poursuivre pendant qu'il est en fonction. Mais les restes d'autres infractions qu'il peut commettre pendant qu'il est en fonction, ça veut dire en dehors, on ne peut pas l'attaquer. Les poursuites sont suspendues. Ça veut dire pendant les 5 ans, on ne peut pas le poursuivre. Mais non, quand est-ce qu'on peut le poursuivre? L'article 167 vous dit, pendant ce temps, la prescription également est suspendue. La prescription n'agit pas. La prescription, c'est quoi? C'est le laps de temps qu'on donne à un requérant, quelqu'un qui va aller en justice, pour agir en justice. Ça veut dire, à un moment, on vous dit, voilà, dans 10 ans, si vous n'agissez pas, on considère que votre action est prescrite. Alors, pour Kabila, on dit la prescription est également suspendue. Ça veut dire on ne peut pas compter la prescription pendant ces 5 ans, on ne peut pas également le poursuivre. Lorsque son mandat prend fin, les infractions que Kabila aurait commises pendant qu'il était chef de l'État, pour lesquelles on ne pouvait pas les poursuivre, en ce moment-là, maintenant, on va le poursuivre. Maintenant, pour le poursuivre, la loi sur les statuts des anciens présidents de la République, maintenant, donne la condition. On dit pour les actes qu'il a commis en dehors de l'exercice, il faut aller au Congrès. En ce moment-là, on poursuit Joseph Kabila comme ancien président de la République. Vous voyez? Donc, si on veut le poursuivre comme ancien président, ça veut dire on le poursuit pour les actes qu'il avait posés pendant qu'il était président, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait suspension de toute poursuite. Maintenant, ici, on peut le poursuivre en tant qu'ancien président de la République. Maintenant, dans les cas échéants, dans les cas actuels, Kabila n'est pas poursuivi comme ancien président.
Kabila est poursuivi dans sa casquette des sénateurs à vie parce que les actes pour lesquels il est poursuivi ne sont pas des actes qu'il a posés pendant qu'il était président. Ce sont des actes qu'il pose maintenant, ça veut dire il est patron d'un mouvement terroriste. Il finance, il organise, disons ça comme ça, un mouvement terroriste pour renverser les institutions de la République. Et sur pied, justement, de l'article 64 de la Constitution, alinéa 2e, qui empêche tout renversement d'un régime constitutionnellement et légitimement établi, ce qui est le cas aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi, un gouvernement légitimement et légalement établi. Si vous tentez de les renverser, on vous poursuit sur pied de l'article 64 alinéa 2e. C'est le cas maintenant de Kabila. C'est-à-dire, ici, on ne poursuit pas un ancien président parce que ce ne sont pas des actes qu'il avait posés pendant qu'il était président et qui étaient suspendus. Mais ce sont des actes qu'il a posés pendant qu'il est sénateur à vie. Et donc, l'institution qui est concernée pour la levée des immunités, c'est l'institution auprès de quoi il relève. C'est-à-dire, il relève du Sénat en tant que sénateur à vie. Et on va donc lever les immunités au niveau de l'institution qui le régente. Mais ces deux casquettes que Joseph Kabila porte au même moment, est-ce que ça ne marche pas de pair, sénateur à vie et ancien chef d'État? Il n'y a aucune incompatibilité. Aucune incompatibilité. Il est ancien président de la République en raison des actes qu'il a posés pendant qu'il était président, qu'on ne peut pas le poursuivre. Aujourd'hui, il est sénateur à vie. Je vous donne des cas très simples. Le même, nous, dans notre travail, les mêmes juges peuvent être juge dans un dossier pénal. Il peut également être juge dans un dossier civil, juge en matière de commerce. Mais c'est la même personne. La qualité agit en fonction de la matière. Quelle est la matière pour laquelle vous faites objet de poursuites ou sujet de poursuites? C'est la matière qui détermine la qualité. En fait, c'est la matière qui va déterminer la qualité qu'on doit vous coller pour toute action publique ou action judiciaire. C'est cette matière-là. Nous sommes dans quelle matière? C'est le cas de Kabila. Ancien président de la République, il n'y a pas de problème. Mais on ne le poursuit pas comme ancien président. Il n'y a aucun élément qui peut faire en sorte qu'il y ait enchevêtrement. Il n'y a pas d'enchevêtrement. Non, non, non. Chaque qualité est liée à sa matière. Quelle est la matière qui fait objet de la poursuite? Voici la matière. Cette matière est fonction de quelle qualité? On lance l'action en fonction de cette matière et qui donne comme conséquence une qualité bien déterminée. Donc il n'y a pas d'enchevêtrement. Il n'y a même pas de confusion. Sinon alors, même nous, même vous, Madame Jaël, vous êtes journaliste. Mais vous n'êtes pas que journaliste. Il y a dans d'autres cas où vous avez d'autres qualités. Voyez-vous? Peut-être que, en dehors d'être journaliste, vous êtes, comment je veux le dire, peintre, je prends ça comme ça. Oui. En dehors de ceci, si vous posez des actes en tant que peintre et que les actes, comme peintre, voudrait qu'il y ait un juge pour les peintres, on ne peut pas vous opposer au juge. Le fait que vous soyez un journaliste, qu'on doit vous amener devant le journaliste. Non, les actes que vous avez posés, ce sont les actes que vous avez posés comme peintre. Et les peintres à son juge. Les journalistes également aussi à son juge. Quelle est la matière sur laquelle on devrait partir pour déterminer justement le juge compétent ou la procédure habilitée? Donc, vous nous dites ici que Joseph Kabila est poursuivable. Exactement. Il est poursuivable à tous les niveaux. Donc, il n'y a pas à polémiquer. Bon, écoutez, ici, il y aurait à polémiquer en fonction de ce que le membre du PPRD voudrait. Écoutez, nous sommes en démocratie. La liberté d'expression et de pensée est consacrée au niveau de l'article 22 de la Constitution. Ils peuvent parler. Mais même si vous parlez, ça, ce n'est pas le problème du juge. Ce n'est pas non plus le problème du droit. On parle avec le droit. Qui vous le disent ou qui démontre noir sur blanc le contraire de ce que j'ai dit? Si Joseph Kabila a été poursuivi comme ancien président de la République, écoutez, les articles 7 et 8 de la loi sur les anciens présidents de la République exigent le Congrès. Mais il n'est pas poursuivi dans ce contexte. Il est poursuivi comme sénateur. Pour les actes qu'il aurait posés en tant que comme sénateur à vie. Mais il y a encore un autre problème aussi. Les gens se posent des questions. Est-ce que l'auditeur général des FARDC a qualité de faire cette demande au Sénat pour poursuivre Joseph Kabila? L'auditeur général est d'abord avant un magistrat. C'est un magistrat de parquet. Le parquet militaire est un parquet comme le parquet civil. La seule démarcation, c'est que c'est en fonction des matières. Les matières sur lesquelles chacun doit agir, mais c'est avant tout un parquet. Et le ministre de la Justice a compétence
pour instruire le parquet, l'auditorat général près des FRDC, selon qu'il s'agit de la matière. Et la matière, telle qu'il est question ici, c'est une matière qui touche aux, comment on les dit, qui touche aux éléments militaires. Parce que, écoutez, c'est un mouvement insurrectionnel, c'est une rébellion, c'est un des groupes armés. Et alors, s'il y a des implications militaires dedans, les cours ou bien les juridictions militaires sont compétentes. Et comme les juridictions militaires sont compétentes, l'auditeur général des FRDC a compétence pour diligenter une action et demander la levée des immunités. Maître, aujourd'hui, si le Sénat décide, parce qu'ils ont dit qu'ils sont en train d'étudier la question, aujourd'hui, si le Sénat arrivait à lever les immunités de Joseph Kabila, il sera jugé à la Cour de cassation. Il sera dans quel tribunal? Parce qu'il sera, en tant que sénateur, son juge naturel, c'est au niveau de la Cour de cassation, si je ne me trompe pas. Exact. Mais le statut, maintenant, je reviens toujours sur le même problème. Maintenant, le statut de sénateur à vie ne va pas encore compliqué pour dire qu'il n'est pas devant son juge naturel. Non. Les juges sera saisi pour quelle matière? Les juges, il sera saisi pour une matière bien déterminée. Oui. Les juges auront en face de lui qui? Auront en face de lui un sénateur. Il n'aura pas en face de lui un ancien président de la République. Mais sénateur, parce que il n'aura plus ses immunités de sénateur. Donc, il reste sénateur à vie. Je vous donne des cas. C'est ce qu'on a voulu faire même de la diversion ici avec le cas Matata. La Cour vous a rendu un arrêt interprétant l'article 164 de la Constitution. Je vous donne un cas avant d'aller dans l'interprétation du juge. Vous êtes mineur. Vous commettez un fait infractionnel. Vous avez 17 ans à l'époque. On commence une action contre vous. On ouvre ce qu'on appelle une instruction préparatoire au niveau du parquet. 2 jours après, pendant qu'on est en train d'instruire votre dossier, vous totalisez 18 ans. Votre juge change. Vous quittez le juge d'enfant pour aller maintenant vers les juges ordinaires. Ah non. Vous restez devant le juge d'enfant parce que l'acte que vous avez posé, vous l'aviez posé comme enfant. Et c'est là qu'intervient le principe de la cristallisation des faits infractionnels. C'est-à-dire l'acte que vous l'avez posé comme enfant, les faits se sont cristallisés pendant que vous étiez enfant. Même si vous avez aujourd'hui 18 ans et que vous n'êtes plus enfant, mais les actes que vous avez posés, vous restez devant le juge pour enfant. C'est pareil. Joseph Kabila a posé les actes comme ancien président de la République. Donc, si on le poursuit pour les actes qu'il a posés comme ancien président de la République, les juges du président de la République, les juges naturels, c'est le juge constitutionnel. Parce qu'il y a un arrêt. Il y a un R-Const qui interprète l'article 164 conférant à la Cour constitutionnelle la compétence et la qualité des juger les anciens et le nouveau. C'est-à-dire ancien président de la République et ancien Premier ministre. Il y a un R-Const pour ça. Donc il n'y a plus de débat, il n'y a plus de vie juridique à ce niveau. Et donc, si Joseph Kabila aujourd'hui est poursuivi comme sénateur à vie, la qualité, c'est les sénateurs à vie, parce que les actes pour lesquels il est poursuivi sont des actes qu'il a posés en sa qualité de sénateur à vie. Donc le juge compétent serait le juge. Moi, je pose cette question parce que vous avez bien ici de la cassation. On risquerait de tomber aussi avec l'exemple du cas Matata Ponyo qui pose un peu de problème au niveau de la forme. Vous venez de dire qu'il n'y aura pas de problème. Et je pense qu'avec cette allure, on risque de tomber sur ce cas au niveau de la forme du juge naturel de Joseph Kabila. Là, comme vous venez de le dire, là, il faudrait maintenant que ces Congolais, que les politiciens, que les gens puissent maintenant connaître que Joseph Kabila sera traduit en justice. Si on levait ses immunités, sera devant son juge au niveau de la Cour de cassation. Il y aura violation de la procédure à quel niveau? Parce que même pour le cas de Matata, je vous dis qu'il n'y a eu pas eu violation. Matata, il n'y a pas de... Il n'y a pas de violation. On peut faire des tambours, des fanfarons, c'est la liberté de chacun. Dites-moi un peu. Est-ce que la loi, au niveau de la Constitution, il n'y a pas de flou? Voilà pourquoi parfois on se retrouve dans de tels cas, comme Matata, peut-être avec Joseph Kabila. Moi, j'estime qu'on pourrait peut-être aussi je l'avais dit à l'époque, Madame Jaël, qu'il y avait un vide juridique. Parce que ce n'était pas clair sur les statuts devant juger un ancien Premier ministre pour les actes qu'il avait posés pendant qu'il était Premier ministre. À l'époque, je le disais. Mais dès lors qu'il y a une position du juge, on est allé devant un juge constitutionnel. Le juge a interprété. Je crois que c'était un Américain. Il a été 2 fois juge à la Cour suprême fédérale. Son nom m'a échappé. Je crois que c'est un certain Evans. Il disait ceci, que la Constitution est ce que le juge dit qu'elle est.
En fait, c'est la position du juge qui donne l'essence de ce que dit la Constitution. Moi et vous, nous pouvons parler de la Constitution. Mais la position retenue de la position constitutionnelle, c'est la position du juge. Dès lors que le juge estime que, sur pied de l'article 64, un ancien Premier ministre peut être jugé devant la Cour, le débat est fini. Il y a un arrêt pour ça. Moi, je ne peux plus commencer à débattre sur cet arrêt-là. Donc, le débat est fini. Sur les cas de Matata, pour la levée des immunités, j'avais entendu des débats sur ça. Il y a des gens maintenant qui parlent, qui commencent à changer les narratifs. Parce qu'avant, on disait qu'on n'avait jamais levé des immunités. Maintenant, on change. On dit non, c'était dossier autre. C'était la zaïrianisation, c'était pas le Boukaralozo, c'était un autre problème. D'abord, n'allons pas très loin. Moi, je pose des questions aux avocats. Par quelle procédure le juge peut demander les immunités d'un parlementaire? Parce que la demande de lever des immunités, c'est l'erreur du parquet. Le juge n'a pas compétence pour demander la levée des immunités. Ça, c'est de 1. De 2, tous les avocats comme moi savent qu'en droit public, il existe un principe qui voudrait que les compétences soient d'attribution. Ça veut dire, on ne peut pas agir sans compétence en droit public. Nous sommes devant un contentieux de droit constitutionnel sous l'aspect pénal. Et c'est un contentieux de droit public. Et donc, le juge ne peut statuer qu'en fonction du droit public. Et ce principe est un principe de droit public. Il n'a pas compétence pour demander la levée des immunités. Deuxièmement, par quel mécanisme le parquet qui s'est dessaisi, parce que lorsque le parquet saisit les juges par ce qu'on appelle requête aux fins de fixation d'audience, le parquet est dessaisi du dossier, le parquet n'est plus maître du dossier et le parquet devient partie au procès. Le parquet vient soutenir les accusations qu'il porte devant le juge. Il est aussi parti. Par quel mécanisme le juge va prendre le dossier et remettre au parquet pour qu'on ait demandé la levée des immunités? Quelle est cette procédure? Bon, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des avocats qui sont plus savants que moi. Peut-être qu'ils peuvent nous le dire. Je serai très ravi de le savoir. Et puis, je prendrai note. J'apprendrai davantage. Mais je ne connais pas cette procédure. Et troisièmement, la levée des immunités de Matata sur l'affaire zaïranisation. Parce que déjà là, il y a des flous dedans. Il y a ceux qui disent mordicus que la levée des immunités sur Boukaralozo a été faite. Il y a d'autres qui disent non. Bon, dans tous les deux cas. Le parquet, les avocats le savent, le parquet est régi par un principe. Le principe de l'unicité d'autre part, mais la mission principale du parquet, c'est la recherche des infractions. Ça veut dire, lorsque le parquet a un dossier en cours contre vous, et que le parquet découvre de faits nouveaux, le parquet peut le mettre à votre charge. Ça, c'est la mission du parquet. Je peux vous poursuivre pour viol, mais je découvre là-dedans il y a eu extorsion. Je découvre qu'il y a eu meurtre. Ça ne m'empêchera pas de mettre sur vous le grief. Ça ne m'empêchera pas. Parce que mon travail à moi, c'est de rechercher les infractions. Maintenant, en raison de cette mission et ce principe où le parquet est tenu de rechercher activement les infractions, au nom de quoi faudrait-il empêcher à un parquet de... Comment je veux le dire? Empêcher un parquet de faire des enquêtes et de découvrir des nouveaux. J'aurais compris. Si le dossier zaïranisation était un dossier classé, ça veut dire on a déjà classé les dossiers, on ne peut plus venir avec de grief. Parce que le dossier zaïranisation n'avait jamais été classé. Ça veut dire qu'il y avait une action ouverte contre Matata qui avait vu le jour. Et même, je me rappelle, Modeste Bati avait dit que Matata était déjà à la disposition de la justice. Et que le parquet pouvait... Et même aussi, le juriste le savent. Le parquet, parmi ses compétences, le parquet a compétence de requalifier les faits. Ça veut dire qu'il peut entendre qu'il y avait tel fait. On a qualifié ça de telle manière. Mais lui peut requalifier. Non, ce n'était pas tel fait, mais c'était un autre fait. Si déjà le parquet peut requalifier le fait et que le parquet doit activement chercher les faits infractionnels, au nom de quoi on va empêcher un parquet d'avoir de faits nouveaux, de griefs, sur une personne dont les immunités sont déjà levées pour qu'on puisse le poursuivre en justice. Et donc, je me dis qu'il y a à boire et à manger. Peut-être qu'il y a certains qui veulent seulement tirer les draps de leur côté, naviguer vers des subterfuges pour endormir les juges. Et je crois que la position du juge a été claire. Aujourd'hui, l'article 151 de la Constitution est clair, qui vous dit que en aucun cas, une loi ne peut intervenir en cours d'un dossier, c'est-à-dire un procès en cours. Une loi peut intervenir pour donner une solution, offrir une solution injusticiable. Ce n'est pas possible. Lorsqu'on dit aucune loi, c'est dans son sens large. Ça veut dire aucune décision, aucun arrêté, aucun décret, aucune ordonnance, aucune loi parlementaire. Rien ne peut intervenir. Parce que le juge, en fonction de notre constitution, le juge
n'est soumis dans l'exercice de sa fonction qu'à l'autorité de la loi. C'est ce qui ressort des articles 150, 151, je crois aussi 149. Donc le juge n'écoute que l'autorité de la loi. Donc s'il faut parler du dossier Matata Pogno, donc je pense que c'est... La Cour va se prononcer le 14 mai prochain, donc déjà le ministère public avait requis 20 ans de prison, donc on doit s'attendre à une condamnation de Matata Pogno. Mais pour autant que Matata, moi je le dis, Matata a été mal conseillé. Moi, j'ai cru en Matata à un moment. Quand j'ai vu que Matata a quitté Conakry pour venir affronter la justice, j'ai dit voilà un homme intègre. Mais après, on va commencer à se cacher derrière des subterfuges. J'ai dit, il y a anguille sur roche. Il y a un problème. Et lorsque j'ai vu qu'ils avaient séché l'audience, j'ai beaucoup regretté. Beaucoup regretté. Et maintenant, ça dépendra du juge. Bon, les juges avaient dit que les exceptions soulevées par la partie de la défense lors de la première audience, il les avait joints au fond. Et il va se prononcer au moment opportun. Alors peut-être qu'au moment opportun, les juges tiendront compte des exceptions soulevées. Si nous avions tort, le juge va le dire. Nous qui analysions maintenant, si nous avons tort, le juge va le dire. Si nous avons raison, le juge va le dire. Mais dans tous les cas, le droit sera dit par la bouche du juge. Mais dans l'aspect politique, on vous accuse, vous, au niveau de chez Matata Pogno lui-même l'a dit, vous vous acharnez contre la personne de Matata Pogno parce que vous insistez tellement que Matata Pogno vienne adhérer à l'Union sacrée. Voilà pourquoi il y a tout... ce problème, on est en train de créer juste ce procès pour le pousser à adhérer à l'Union sacrée. Sans pourtant minimiser la personne de Matata. Matata Pogno, c'est une personne pour qui j'ai beaucoup de révérence et de respect. Mais j'estime que Matata Pogno ne représente aucun danger. Pour que, au nom de son refus d'appartenance à l'Union sacrée, qu'on lui fasse le procès. Je ne vois pas, honnêtement, personnellement, je ne vois pas l'ancrage de Matata. Pour que sans lui, l'Union sacrée soit en mauvaise posture. Je n'en vois pas. Et si ça ne dépendait que de moi, avec tout le respect que j'ai pour l'honorable Matata, je crois que Matata n'est même pas la cheville de Mouzito. C'est un avis personnel. Hein? Parce que Mouzito est formé d'une grande école, le Palou. Le Palou, au même titre que le MLC, l'UDPS, sont des partis des références. Des grands partis, ça veut dire des partis qui ont fait école, qui ont fait du chemin, qui ont formé l'école politique de ce pays, le Palou, l'UDPS, le MLC. Mouzito est produit du Palou. Et Mouzito a fait ses preuves, même dans la gestion aussi. Il n'a pas été parfait. Il n'a pas été on a vu parfait. quand même de bonnes réalisations. Il n'a pas été parfait. Mouzito n'a pas été parfait. Mouzito nous a beaucoup aussi aidé. Et Matata aussi n'a pas été parfait. Il y a eu aussi ce qu'il a dit positif. Non, attention. Non. Il y a eu Transco, il y a eu Congo Airways, on a vu la bancarisation des fonctionnaires. Voilà encore. Voilà, ça c'est de l'escroquerie, cette affaire de bancarisation. Je ne le dirai jamais assez. Ça n'engage que moi. C'est une escroquerie. L'escroquerie, les fonctionnaires qui vont toucher leur salaire à la banque sans problème, parce qu'à l'époque, il fallait attendre que les comptables arrivent, il fallait se rabaisser, plier sous les caprices de ces comptables. Il a déjà l'argent, il va venir à l'heure qu'il voudra, mais maintenant là, il suffit que le fonctionnaire reçoit un message du ministère, il va se présenter à la banque, il a son argent tranquillement. Je vais vous un bel héritage de Matata Pogno. Je vais vous démontrer l'escroquerie derrière. Bancarisation. On a fait beaucoup de tambours là-dedans. Nous sommes en 2013. Je crois le mois de mai, le 7 mai, entre les 5 ou les 7 mai. Matata sort pour nous dire que avec la bancarisation, nous avons pu récupérer 5 millions de dollars par mois. C'est-à-dire la paye, nous récupérons 5 millions de dollars. 5 millions de dollars le mois, l'année, ça nous fait 60 millions. Vrai ou faux? Vrai. C'est ça, non? 60 millions, non? Oui, vous avez. Ok. Ça, c'est l'année. Comment vous m'expliquez qu'en 60 millions que nous récupérions l'année, en 4 ans de gestion des Matata, la République n'a pas pu créer une seule banque congolaise? J'ai dit une seule. Citez-moi une seule. Ok. Ce n'était pas dans le projet. L'argent était affecté dans d'autres secteurs. Je continue. Je sais pourquoi je le dis. Je continue. L'argent est géré par le privé et les surcroîts des étrangers.
Vous prenez la solde des militaires, ceux qui sont dépositaires des secrets d'État, des défenses de notre pays. Vous mettez dans des banques étrangères. Je n'ai rien contre les banques étrangères. Equity, EcoBank, je n'ai rien. Mais je trouve que c'est imprudent. Vous mettez la solde des militaires entre les mains des étrangers. Pendant que vous savez que votre pays est en proie et en guerre depuis des années. Vous êtes convoité. Mais c'est facile de vous piquer des officiers. Parce qu'ils connaissent ce qui touche exactement. En fait, ils peuvent circonscrire leur vie. Ils vous piquent les hommes des opérations, les hommes de front, tous ceux qui téléguident des axes. C'est un grand danger, c'est imprudent. Je quitte le volet de l'imprudence. Je vais dans la dimension affairiste. Posez la question à tous ceux qui touchent à la banque. Il y a une rubrique qu'on appelle le frais de tenue des comptes. Je donne comme ça au hasard. Supposons qu'à un fonctionnaire, on prélève 5 $ comme frais de tenue des comptes. Hein, je prends ça comme ça. Nous sommes à 120 millions d'habitants, selon les statistiques. Si nous avions ne serait-ce que 10 millions de fonctionnaires sur les 120 millions, 10 millions, ou même 10 millions, 5 $ à fois 10 millions, ça fait combien? Faites les calculs. Vous voyez? Donc, 5 $ à fois 10 millions, vous avez, c'est pas 50 millions, 500 millions, quelque chose comme ça. Mais les frais de retenue bancaire, c'est normal parce que c'est un compte, non? C'est un compte d'un individu dans la banque. C'est normal. Je suis en train d'aller. Combien vous donnez aux étrangers? Parce que 5 $ fois 10 millions, c'est des étrangers qui prennent ça, c'est pas des Congolais. C'est pas des capitaux congolais. Vous donnez aux étrangers, non? Merci. Comment vous m'expliquez maintenant qu'avec ces frais de tenue des comptes, nous avions manqué la possibilité de le reverser sur l'économie nationale, ne serait-ce que pour relancer Cadeco? Cadeco est mort. Morte plutôt. Alors que la Cadeco est implantée au niveau de la République. Pourquoi on n'a pas pensé à relancer ne serait-ce que Cadeco? Parce que Cadeco au moins c'est l'État. Cadeco au moins ça rentre dans l'économie congolaise. Ça rentre chez nous toujours. Mais ça vous enrichissez les étrangers. Mais alors pourquoi avec le régime, avec votre régime, pourquoi vous n'avez pas alors poursuivi? Parce que c'était un mauvais. Je savais que vous alliez en arriver. Je savais que vous alliez en arriver. Vous devez alors arranger. Merci beaucoup pour la bonne question que vous avez posée. Merci. Maintenant, je voulais au moins vous faire savoir que le tombeau là, ça sert à rien. Derrière là, il y avait la dimension affairiste. Parce que les frais de tenue des comptes, allez vous poser la question, comment ces banques ont gagné ces marchés? Qu'est-ce qu'ils ont payé pour avoir ces marchés? Parce qu'on se connaît dans ce pays. On connaît surtout les régimes passés. Ils ont fait comment? Ça c'est des 1. Des 2. Madame Jaël, il gagne. Mais après, lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir, on vous a appris qu'il y avait des gens qui avaient des cartes de crédit directement connectées à la banque centrale qui se partageaient 50 millions de $ le mois, non? Cet argent venait d'où? Nous aurions appris par certaines bouches officielles que justement cet argent, c'était quoi? Vous voyez les doubleurs fictifs qu'on avait détectés? L'argent qui devait en principe être reversé pour justement ce que je vous ai dit, relancer, c'est cet argent que ces individus se partageaient. Sans compter ce qu'ils ont payé, ce qu'ils ont gagné avec le frais de tenue des comptes, ce qu'ils ont gagné avec les marchés et ce qu'ils ont gagné comme les reliquats. Donc, pour tout couronner, c'est des voleurs. Ils ont volé systématiquement la République. Peut-être que vous ne savez pas ce que je suis en train de vous dire, mais ce sont des choses démontrables, vérifiables. Ça ne vous a jamais tiqué? On vous a dit que on a payé tout le monde, on est resté avec, on récupérait 5 millions. Mais 5 millions, vous avez fait quoi avec? On n'a pas vu. C'est parti où? Mais l'argent détenu, le frais détenu des comptes, c'est parti où? Vous me dites comment est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas nous-mêmes à trouver que c'était OK. Madame, je veux vous dire qu'il s'agit là dedans des contrats d'abord. On ne vient pas comme un vulgaire délinquant commencer à détruire, à casser en désordre. C'est un processus. Parce qu'ils ont gagné des marchés. Et ces marchés-là sont sujets à des éléments juridiques, à des impérativités juridiques. Il y a des contrats derrière. Vous n'allez pas venir parce que vous êtes au pouvoir, vous commencez à déchirer tout. Non, non. Et s'il y avait derrière des reliquats, ou je veux dire des dettes que la République devait à ces banques, et que s'il faut les payer, on va mettre en pâture la sécurité de la nation, et s'il faut les payer, on va mettre en pâture le social, et s'il faut les payer les logements, on va en pâtir l'éducation et les enfants en pâtir. On commence par quoi? Et on peut Ah donc,
dossier c'est... est revisé peut-être. Puisque c'est un dossier qu'on doit étudier, qu'on doit réviser, ça prend le temps qu'il faut. Et bien, je vous dis que dans les jours, dans les moments qui viendront, cette question va être décidée. Parce que c'est en cours d'étude. Va être décidée. Et au moment opportun, Cadeco sera relancé. Parce que Cadeco, au moins, c'est congolais. Cadeco va permettre à ce que nous ayons la possibilité, nous seuls, de gérer nos personnes, les officiels, les personnes, les dépositaires des secrets de l'État. Nous allons les gérer nous-mêmes. Et nous aurons la possibilité de donner de l'emploi aux gens. Dans la Cadeco, vous estimez que ça sera juste pour gérer comme les militaires, c'est ça? Toute activité des banques, parce qu'aujourd'hui la Cadeco, avec je crois la loi de 78, si j'ai mon mémoire, la Cadeco a la possibilité de faire des activités bancaires. Maître Jarkas, puisque nous sommes en train de parler finance, il y a eu l'ancien argentien Nicolas Kazadi, qui a notamment décrié, dire qu'il a emprunté le mot que l'ancien secrétaire général de l'UDPS a toujours décrié, taxer le régime des jouisseurs. Vous avez suivi Nicolas Kazadi, sa sortie médiatique, où il a même dit qu'il y a l'argent qui sont destinés pour des fonds, des projets. D'abord, cet argent consiste d'abord à la distribution personnelle après, la République après le ventre d'abord, pour un ancien argentin. Vous ne pensez pas que ça vient encore charger les régimes, ou quand on voit l'opposition, donner raison à l'opposition qui accuse les régimes en place d'être un régime des jouisseurs? Bon, écoutez, M. Nicolas Kazadi n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est pas quelqu'un à négliger. Il a été aux commandes de la République. Ça a été, comme vous avez dit, l'argentier national. Il connaît un peu beaucoup sur la gestion des finances publiques, il connaît. Mais je ne suis pas très fan et partant de cette politique. Cette politique qui consiste à se jouer les saints pendant qu'on était dans la boue avec tout le monde, la boue que l'on décrit. On y était et sans pour autant dénoncer quoi que ce soit. Je ne crois pas que ce soit la bonne politique. Vous savez, moi j'ai du respect pour les gens comme Matungulu. Matungulu a estimé qu'il y avait opacité et il y avait une gestion cavalière des finances publiques sous Joseph Kabila. Il a démissionné. S'il a estimé que c'était le cas, il a démissionné. J'ai beaucoup de respect pour Matungulu. Et il en est sorti tête haute. Mais Nicolas Kazadi n'a pas démissionné. Nicolas Kazadi a été éjecté. Il a cautionné lui-même ce qu'il est en train de... J'ai dit, il a été éjecté. Et ça frôle un règlement des comptes. Et c'est comme ça que je n'aime pas cette attitude. Parce que c'est cette attitude qui nous recule. Ça va faire 65 ans qu'on est indépendant. Mais vous trouvez normal, Madame Jaël, en 65 ans d'indépendance, alors que les Belges, ils arrivent en 1908 comme la colonie, je veux dire, les Congo belges, de 1908 en 1960, ça fait 52 ans d'exercice de pouvoir. En 52 ans, ils ont laissé ce qu'ils ont laissé. Mais nous, 65 ans après, nous n'avions même plus de réseau ferroviaire. Le chemin de fer, nous n'en avons pas. C'est parti de quoi? Les clivages politiques. La guerre des positionnements. Non, ça ne doit pas être l'autre, ça doit être seulement moi. Si ce n'est pas moi, ça ne marchera pas. La guerre des positionnements. Les clivages, ça nous retarde. Ça nous garde dans la stagnation. Et c'est dans ça que j'ai comme l'impression que Nicolas Kazadi ne s'est pas déconnecté de cette politique. Il est dedans. C'est l'impression que j'ai. Donc on commence à dire. Et puis quand on est homme d'État, on est dépositaire des secrets d'État. On ne parle pas n'importe comment. J'aurais aimé, moi, dire que voilà, Nicolas Kazadi avait démissionné. Mais je n'ai pas vu. Donc ça frôle le règlement des comptes. Et puis, en plus, les gens ont beaucoup parlé sur les dossiers lampadaires, forage et tout. Nicolas Kazadi est passé sur toutes les plateaux de télévision, beaucoup de médias, pour dire qu'il était innocent, il ne négocie pas le marché. Je suis d'accord sur ça. Il ne négocie pas le marché parce que c'est les ministres sectoriels qui négocient les marchés. Lui, il paye. Mais c'est Nicolas Kazadi qui a renvoyé la première facture. Il a estimé que la première facture était très coûteuse. Il a dit non. Il a renvoyé pour qu'on puisse rabaisser. Maintenant, au nom de quel pouvoir avait-il rabaissé la première facture? Et que ces mêmes pouvoirs-là lui ont empêché de renvoyer la deuxième. Il veut nous enseigner quoi? Qu'il avait seulement la capacité de renvoyer une fois
pas toutes les fois qu'il estimait être faux, ou bien il estimait être exorbitant, les montants être exorbitants, on veut nous enseigner quelle politique. Vous avez renvoyé parce que c'était trop pour l'État. Mais la deuxième facture aussi, elle était trop. Pourquoi avez-vous accepté? Or, on connaît comment l'homme politique parfois fonctionne. C'était peut-être un chantage qu'il fallait faire aux autres, pour que peut-être que lui aussi s'y retourne. Je ne confirme rien, parce que je n'y étais pas. Mais je suppose, parce que je ne peux pas concevoir que vous renvoyez la première liste ou la première facture, sous prétexte que c'est trop, et que la deuxième qui intervient encore est encore trop, mais vous acceptez quand même. Il dit non, on a réajusté le nombre d'ouvrages. Où sont ces ouvrages? Malgré qu'on a réajusté, mais vous avez vu l'unité en termes d'ouvrage, c'était de 279 000 $. Maman, forage, dans le batana lingala, libulo amai, 279 000 $. Toza wapi, wana mboka nini wana. Wana forage yamo, wana lola, maïa, yandambe, yemo konde akobanda kubima, wana suki batbasu toka. C'est quoi cette histoire? Et on veut nous faire quoi? Quoi que non, nous on a fait que payer. Mais au même titre que vous avez refusé la première facture. Mais alors, en écoutant... Et puis les paiements en procédure d'urgence toujours. Comment il vient se laver les mains pour dire qu'il clamait apparemment son innocence? C'est comme si on lave les mains quand on n'est plus aux affaires, ça c'est il était juste en train, apparemment il était juste en train d'exécuter les ordres, s'il faudrait. Exécuter les ordres de qui? Bon, c'est lui qui le sait parce que il vient clamer son innocence. Il n'a qu'à le dire parce que nous ne nous connaissons pas, on ne va pas commencer à discuter sur le sexe des anges. Monsieur Jacques, nous sommes arrivés à la fin, mais il y a une question qui fait aussi l'actualité, vraiment là en une minute, sur la déclaration de principe. Normalement, on devait avoir la suite le 2 mai, dernier mai, jusque-là. Rien, il n'y a pas assez d'écho sur cette question. Le chef de l'État, on l'a écouté le lundi, il a dit qu'il n'allait pas brader les richesses de la République démocratique du Congo, mais dans l'opposition, on ne l'entend pas de cette oreille. Vous pensez que cette déclaration, en tant que juriste, vous l'avez lu, est-ce que cette déclaration de principe brade, met à nu, est une manière de vendre la République démocratique du Congo aux Américains? Bon, je ne sais pas, vous avez dit que l'opposition n'entend pas de cette oreille-là, c'est leur liberté. Tout ce que moi je sais, c'est que ça reste une déclaration de principe. C'est comme un accord de principe, mais l'accord de principe, ce n'est pas un traité en soi. C'est un avant-projet pour voir sur quoi on peut s'accorder. On n'a rien mis comme clause. Il n'y a pas de clause jusque-là. Et je ne pense pas qu'on devrait aujourd'hui commencer à discuter sur des éléments dont on ne connaît pas les contenus. Parce que jusque-là, si vous lisez la déclaration des principes, il y a 6 points sur lesquels on devra s'accorder. Mais on n'a pas dit qu'il y aurait des... On n'a pas mentionné les clauses. Il n'y a pas de clauses. Il n'y a même pas de dispositions. Ce sont des intentions. Mais oui, ça reste des intentions. Est-ce que ces intentions-là supposent qu'il faut brader les richesses de la République? Parce que là-dedans, j'ai vu respect des souverainetés, cessation de soutenir les forces rebelles, accord de paix, discuter éventuellement sur des questions économiques régionales, discuter éventuellement sur des questions de la justice, toutes ces choses. C'est ce que j'ai vu. Il y avait 6 points. Mais je n'ai pas vu là où il fallait brader la souveraineté du pays ou les minerais. Et quand j'ai vu quelques éléments sur les gens qui disent que voilà, on va partager des histoires ensemble et tout. Le parc Virunga. Est-ce que, je vais vous poser la question, est-ce que nous n'avons rien en commun avec le Rwanda? Tel que Dieu a conçu nos frontières. Nous n'avons rien en commun. Parce que si vous voyez le lac Kivu, ce n'est pas seulement chez nous. Supposions que, je suppose, que le lac Kivu ne profitait qu'au Rwanda, alors que ça doit nous profiter tous. Ça ne profitait qu'au Rwanda. Et qu'on doit y voir clair en termes de gestion commune pour quitter toute forme d'opacité pour que la République gagne. En quoi est-ce que c'est mauvais? C'est une avancée pour la RDC. Alors, si c'est le cas, j'adhère. Si c'est autre chose, on n'y adhère pas. C'est comme ça que le président a dit qu'il ne bradera pas les richesses de la République. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens vont commencer à discuter sur des éléments dont ils ne maîtrisent ni les tenants, ni les aboutissants, encore moins les contenus. Voilà pourquoi j'ai dit encore une fois de plus qu'évitons de discuter sur les sexes des anges. Monsieur Jagas, un mot de la fin. À nos frères et sœurs qui sont à Goma, à Bukavu, dans toutes les parties occupées par les rebelles du M23, AFC, de rester confiants. Nous sommes en train de nous battre. Le gouvernement emploie des moyens pour que le FARDC actionne
le front des opérations. Le gouvernement actionne également le front diplomatique. Nous sommes en train de gagner des pions, beaucoup, même avec les résolutions. Nous autres, nous sommes dans le média, nous actionnons le front de la communication. C'est pour leur dire ceci. Tout ce que nous faisons, c'est pour que nous puissions avoir une paix éléphantesque. Je donne souvent cette anecdote. Dans les années passées, nous avions connu des paix des poulaillers. Vous voyez une poule? Une poule en quelques 2 semaines ou 3 semaines, je ne connais pas trop exactement, mais en peu de temps, peut pondre 10 œufs. Hein, 10 œufs, peut-être 7 ou 10. Mais un éléphant prend 22 mois pour mettre bas à l'éléphanto. Mais c'est l'éléphant là, pour qui on prend 22 mois pour arriver sur la terre, qui lorsque cet éléphant marche, bouge la terre. Ça prend du temps. C'est un processus. Tout ce qui est solide prend du temps maximal pour que ça demeure. Mais ce qui est fantaisiste vous donne 2 semaines, 3 semaines. C'est comme ça que sous les régimes que vous avez connus, c'était des paix, des poulaillers, des paix fantaisistes. Ça nous ramenait à la case de départ, un cycle infernal des crises et des conflits. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. De rester confiant, je leur demande, de rester confiant. N'importe comment je peux le dire à la télévision une fois de plus, cette guerre, la RDC en sortira vainqueur. Merci beaucoup pour votre passage, mesdames et messieurs. Ça en est fini pour cette émission. La RDC sortira vainqueur. C'est les mots de la fin de notre invité. Quant à moi, je vous dis merci. À vous, vous nous avez suivis de partout. Je vous retrouve dans les prochains jours plutôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa nyonso nge tuba muke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.